Bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents à ce webinaire aujourd'hui consacré à la restitution d'une étude sur l'intégration d'énergie renouvelable dans l'artisanat. Je suis accompagné de Philippe Mucchielli, qui on aura l'occasion de se présenter juste après. Alors, je vois qu'on est une quinzaine de personnes, donc on va démarrer. Je vous indique tout de suite que vous avez plusieurs onglets à votre disposition en bas à droite dans la plateforme Livestorm. Vous avez à la fois tout à droite le chat, plutôt pour échanger entre vous, et les questions que l'on prendra à différents temps prévus au cours de la présentation pour interagir avec Philippe et moi. Donc, encore une fois, merci pour votre présence. Je démarre la présentation. En sommaire pour la présentation du jour, donc une rapide introduction pour contextualiser cette étude et nous présenter. Ensuite, quelques éléments de contexte en lien avec les énergies renouvelables et particulièrement celles qui seront d'intérêt aujourd'hui dans l'artisanat. Ensuite, j'aborderai les résultats que l'on a pu trouver au cours de cette étude en 2024, à la fois suite à un état des lieux qui a été réalisé durant l'été à destination de différents métiers de l'artisanat, et puis les solutions qui peuvent être apportées en réponse aux enjeux soulevés dans cet état des lieux. Ce qui m'amènera par la suite à proposer plusieurs scénarios qui sont cadrés et qui permettent d'apporter une réponse dans la prise de décision de ces entreprises artisanales dans leurs projets énergie renouvelable. Et enfin, je conclurai et puis je laisserai place à un échange si vous le souhaitez. Alors pour me présenter, je suis Gauthier Delorme, poste de référent technique sur les thématiques d'énergie et de mobilité au sein du pôle développement durable à la Chambre de métiers et de l'artisanat du Grand Est. Et je travaille au sein d'un centre de ressources qui est basé à côté de Nancy. Et je laisserai Philippe en parler un petit peu pour donner plus de contexte. Donc Philippe Mucchielli, je suis le responsable du centre de ressources au sein du pôle environnement. Le centre de ressources est composé effectivement de référents techniques, donc Gauthier est le référent technique sur tout ce qui est énergie mobilité. Nous avons également Mélissa Laurent qui est référente technique sur tout ce qui est économie circulaire, et Maëva Razata qui est référente technique sur tout ce qui est eau et mobilité, ce qui permet de couvrir l'ensemble des champs de la transition énergétique et écologique. Par ailleurs, donc, ces référents techniques ont pour mission globale, au-delà de l'étude annuelle qui vous est présentée chaque année, d'être ressources experts auprès du réseau de conseillers et auprès des chargés de mission qui peuvent travailler dans les organisations professionnelles et les collectivités du Grand Est, avec comme mission principale de produire des ressources à destination de ces réseaux-là pour qu'ils soient en capacité d'accompagner au plus près les artisans au quotidien dans leurs problématiques environnementales. Donc voilà, donc aujourd'hui nous avons la restitution. Vous avez déjà pour certains suivi d'autres webinaires de présentation des études que nous avons réalisées cette année dans les autres domaines. Et je vais laisser donc la parole à Gauthier qui va vous présenter donc l'étude de cette année sur les énergies renouvelables. Merci Philippe. Et je pense tout de suite à une question que l'on pourra avoir en début de présentation au sujet des supports. Donc, comme vous êtes inscrit, vous aurez naturellement accès au replay de cette présentation. Vous recevrez un mail automatique si vous ne pouvez pas être présent durant tout le créneau. Et je pense que également, nous vous enverrons le support PDF qui est affiché aujourd'hui en complément. Donc vous aurez ces deux ressources suite à l'événement. Alors tout d'abord, des éléments de contexte en lien avec les énergies renouvelables. Donc je vais vous poser une question et vous pouvez y répondre directement dans le chat.
J'aimerais savoir que vous évoquent les énergies renouvelables dans l'artisanat, en me donnant un mot-clé. Qu'est-ce que ce sujet-là vient amener comme réflexion pour vous, comme idée, comme problématique? Quels sont pour vous les mots-clés, les mots importants sur cette thématique-là, les enjeux aujourd'hui? Donc, je vous propose d'inscrire directement votre réponse dans le chat. Comme ça, on va pouvoir en prendre connaissance. Alors, on a déjà une première réponse de Cécile Daniel qui évoque le photovoltaïque. Effectivement, c'est un sujet qui prend de plus en plus de place dans les projets énergie renouvelable et qui est demandé par de nombreux artisans. On parle de solaire aussi plus généralement, d'économie d'énergie, de levier économique. Il y a également monsieur Alexandre Tanto qui parle de vent et d'éolien. Je prends encore une ou deux réponses. La rentabilité, bien sûr. Donc la partie économique va être un sujet important. Alors, voici ce qu'on peut évoquer quand on parle d'énergie renouvelable dans l'artisanat. Alors bien sûr, vous l'avez cité dans le chat, la partie charge énergétique et le levier que peuvent constituer ces projets-là. On peut parler aussi d'autonomie et de résilience face aux fluctuations du marché de l'énergie, particulièrement celles que l'on a connues ces dernières années. Donc ces solutions-là constituent en effet un levier intéressant. Concernant les énergies renouvelables, on est aussi sur des énergies qui sont locales et durables, puisqu'elles sont utilisables sur le long terme. On parle aussi de décarbonation, puisqu'on va avoir un impact carbone qui va être limité en comparaison à des solutions, je dirais, plus traditionnelles. On a aussi un enjeu sur la connaissance de ces solutions, puisque ce sont des technologies qui sont en constante évolution, qui ont des rendements de plus en plus importants. Je pense particulièrement au photovoltaïque. Et puis, on peut aussi avoir un levier au niveau de l'attractivité de l'entreprise, puisque ces questions d'énergie renouvelable s'intègrent tout à fait dans une politique RSE, via laquelle on peut avoir une image de marque de la société et attirer de nouvelles ressources humaines. Alors pour vous en dire un petit peu plus maintenant sur les énergies renouvelables et ce qu'on considère déjà comme une énergie renouvelable. Alors une définition que j'ai notée ici, on définit comme énergie renouvelable une source d'énergie qui est considérée inépuisable à l'échelle du temps humain et qui va donner lieu à peu, voire pas, de déchets ou d'émissions dans l'environnement. Donc ces énergies renouvelables, elles sont séparées aujourd'hui dans 5 familles, et chacune de ces familles est associée à la ressource naturelle donc associée. Donc sur la partie droite, vous voyez qu'elles sont illustrées, ces 5 familles. On aura en premier lieu l'énergie hydraulique, donc qui utilise la force de l'eau. On parle aussi d'hydroélectricité, puisque la force de l'eau va pouvoir entraîner un alternateur et produire de l'électricité. Le second, l'énergie solaire, qui est bien connue. Donc ici, on va exploiter le rayonnement solaire et via des technologies de panneaux solaires, donc que ce soit le photovoltaïque pour produire également de l'électricité ou le solaire thermique, chauffer de l'eau pour des usages sanitaires ou plus généralement de chauffage. On a aussi l'énergie géothermique. Donc ici, la définition, elle est dans le nom. Géo, donc ça fait référence à la Terre, thermique, la chaleur. Donc on va exploiter la chaleur souterraine à différentes profondeurs.
via un système de sonde pour extraire donc cette chaleur et la restituer pour couvrir des besoins de chauffage et ou de refroidissement. On peut aussi, de manière un petit peu plus ponctuelle, il y a quelques projets qui existent, utiliser la géothermie pour produire de l'électricité. Ensuite, on va retrouver l'énergie éolienne. Donc ici, on exploite la force du vent, également pour entraîner un alternateur et produire de l'électricité. Et enfin, la biomasse, où là, on va utiliser la matière végétale. Donc quand on parle de biomasse, on pense souvent à la ressource en bois, donc le bois énergie, qui est utilisé pour le chauffage également. Donc on va avoir de la chaleur renouvelable, mais on peut aussi avoir de la biomasse utilisée pour produire de l'électricité dans le même cas que la géothermie. Donc au niveau national, en France, l'utilisation d'énergie, elle est répartie selon différents usages, différents secteurs que j'ai indiqués, avec les derniers chiffres pour 2023 qui sont issus des études statistiques nationales. Donc on a plutôt une utilisation portée vers la chaleur. Ensuite, on va retrouver le milieu des transports, qui est un secteur parmi les plus forts vis-à-vis de l'énergie finale. Et enfin, les besoins électriques des différentes activités en France. Et pour finir, donc pour ces énergies renouvelables, on va avoir un enjeu qui est porté à la fois sur le climat, puisque, je le répète, ces énergies sont décarbonées, en tout cas moins carbonées que des énergies plus conventionnelles. On va avoir un impact minimisé sur la santé, puisqu'on va réduire les émissions de carbone. Ensuite, d'un point de vue économique, évidemment, le développement d'énergie renouvelable va pouvoir développer des filières et créer de l'emploi, à la fois localement, mais aussi de manière plus large. Et dans les territoires, on va avoir des opportunités de mettre en place ces projets-là pour créer des synergies entre parties prenantes, élus locaux, donc ce qui va être aussi un levier important au niveau local. En termes d'énergie qui sont les plus importantes aujourd'hui en France, je parle ici en production, on va retrouver le bois énergie. Donc on se trouve dans la 5e famille que j'ai citée tout à l'heure, la biomasse. Et on a aussi l'énergie hydraulique pour produire de l'électricité. Et on observe ces dernières années un développement assez fort de plusieurs autres énergies renouvelables. Donc l'éolien, avec l'éolien offshore, donc c'est-à-dire l'éolien en mer, qui se développe peu à peu, en prenant l'exemple des pays d'Europe du Nord. Mais la France a, ces dernières années, des projets qui voient le jour, du côté de la façade atlantique. Le solaire photovoltaïque, qui a un cadre réglementaire en évolution, avec des projets au sol de plus en plus présents et importants, puisqu'il y a aussi cet enjeu de répondre bien sûr à des objectifs de planification. On a l'agrivoltaïque aussi, qui est un sujet dont on parle peu à peu, et qui a de premiers textes législatifs qui sont en lien avec cette opportunité-là. Donc, rapidement, le photovoltaïque, l'agrivoltaïque, ça correspond simplement à la mise en place en fait d'un projet photovoltaïque au niveau de parcelles qui sont exploitées pour
l'agriculture. Donc on va avoir bien souvent des serres qui sont en fait existantes de manière simultanée à un champ photovoltaïque. Donc ces projets-là sont de plus en plus permis au niveau national. Et puis pour finir sur les énergies renouvelables que je citais, donc les pompes à chaleur, qui sont aussi en développement. Donc on a différentes technologies que je ne vais pas forcément développer ici. Hein. On a des technologies RR, RO, ou encore OO pour la géothermie. Donc ça fait référence aux sources énergétiques qui vont être employées comme intrants, donc au niveau de la surface extérieure, et puis au niveau des locaux, au niveau de l'intérieur pour la restitution de chaleur. La France aujourd'hui représente le deuxième producteur européen d'énergie renouvelable, donc on a une place forte à l'échelle de l'Europe, et on a une part de ces énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale pour l'an dernier en 2023 qui était à 22,2%, en sachant que l'objectif pour 2030 il est à 33%. Donc on a encore des efforts à suivre pour développer les différentes filières et tenter de se rapprocher de cet objectif, en sachant qu'en ce moment, le gouvernement a ouvert une consultation publique pour la nouvelle stratégie énergétique et climatique de la France. Donc cela concerne la stratégie nationale bas carbone, qui va entrer dans une nouvelle édition, et aussi la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui va être donc dans sa troisième édition. Donc à ce titre-là, les citoyens sont invités à participer et à donner, à évoquer des propositions pour aller dans le sens d'une transition énergétique et répondre aux enjeux climatiques que l'on connaît tous. Alors au niveau maintenant réglementaire vis-à-vis de ces énergies renouvelables, on a aujourd'hui encore peu d'exigences pour les artisans et les petites entreprises, mais je voulais citer surtout une loi qui est parue l'an dernier, le 10 mars 2023, journal officiel, et qui en fait vise à accélérer la production d'énergie renouvelable sur le territoire national en suivant 4 grands axes. Le premier, c'est la planification territoriale du déploiement d'énergie renouvelable. Donc ici, on va surtout parler de projets éoliens et solaires. Et en fait, cette loi va redonner la place aux élus territoriaux via ce qu'on appelle des zones d'accélération énergie renouvelable, pour cadrer en fait le déploiement d'ENR sur leur territoire. Le deuxième axe de travail, c'est la simplification de procédures d'autorisation des projets. Donc globalement, ici, ça va être de tenter de faciliter la partie administrative et de réduire les délais, puisqu'aujourd'hui, on a un enjeu qui est encore important sur ces autorisations administratives et qui prennent beaucoup de temps. Donc la simplification des délais va permettre évidemment d'accélérer le déploiement des projets. En troisième place, on a aussi la mobilisation des espaces qui sont déjà artificialisés. Donc c'est la partie qui va particulièrement nous intéresser aujourd'hui, que je vais pouvoir développer. Donc dans une logique de ne pas utiliser de nouveaux espaces naturels, mais plutôt de capitaliser sur l'existant, il est plutôt donc favoriser d'employer des technologies et de les déployer donc sur des surfaces foncières, que ce soit bâtiments ou parking déjà présents. Et ensuite, donc le dernier point que je vais partager, c'est sur la valeur des projets. Donc ici, ce que permet cette loi, ça va être un meilleur partage
de la valeur, donc particulièrement économique, entre les différents acteurs, parties prenantes des projets énergie renouvelable. Donc j'en parlais un petit peu juste avant, le développement de l'emploi, notamment en territoire. Et donc sur ce point de la mobilisation des espaces artificialisés, il y a une obligation en particulier qui est apparue et qui s'est précisée avec le temps, et notamment donc dans cette loi d'accélération des énergies renouvelables. C'est ce qu'on va appeler l'obligation de solarisation ou végétalisation de bâtiments. Donc ici, j'ai repris une figure temporelle qui représente cette obligation. Donc, cette obligation va poser une exigence sur l'installation de systèmes solaires et de végétalisation, que ce soit sur les bâtiments neufs ou les bâtiments existants. Donc, vous retrouvez les échéances en bas de la figure. La première date de fin 2019 pour les bâtiments neufs uniquement, et de plus de 1000 m². Et vous voyez que plus on avance, et plus en fait on va avoir un taux de couverture important de ces surfaces-là. Et on va même, en 2028, englober l'ensemble des bâtiments existants de toute typologie. Donc ça peut être de l'usage commercial, industriel, artisanal, des entrepôts ou même des hangars. À savoir que pour cette exigence, le bâtiment est concerné une fois par un taux de couverture, que ce soit pour le solaire ou la végétalisation. Ça peut être un mixte des deux aussi. Et que par la suite, il n'a pas de nouvelles exigences, c'est-à-dire qu'il ne doit pas atteindre finalement 50%. Il est concerné une fois dans le temps en fonction des travaux qui sont appliqués sur le bâtiment ou de la construction si c'est un bâtiment neuf. Donc vous constatez finalement que les artisans seront concernés en 2028 par une solarisation ou végétalisation s'ils présentent un bâtiment de plus de 500 m². Et donc un décret est attendu à ce sujet-là pour préciser les taux de couverture. J'en reviens maintenant à l'étude plus généralement. Donc après vous avoir présenté les quelques enjeux aujourd'hui vis-à-vis des énergies renouvelables, qu'est-ce qui va nous intéresser particulièrement vis-à-vis du milieu de l'artisanat et des projets énergies renouvelables? Donc, pour contextualiser un petit peu l'artisanat, il est réparti en 4 grands secteurs. Je pense que vous connaissez pour la plupart d'entre vous. Donc, on trouve le milieu de l'alimentaire, le milieu du bâtiment, on a aussi le milieu de la fabrication et le milieu des services. Et donc, ces secteurs-là représentent environ 250 métiers qui sont référencés dans une nomenclature donc, qu'on appelle le NAFA, la nomenclature des activités françaises de l'artisanat. Donc ces métiers-là ont des enjeux vis-à-vis bien sûr de l'environnement. On parlait des leviers en introduction. D'un point de vue réglementaire, puisque je l'ai dit, certaines activités qui ont des surfaces foncières importantes vont être concernées par une solarisation dans les prochaines années. Et puis, il y a aussi cet enjeu socio-économique pour les entreprises qui va être le levier principal. Donc, dans le cadre de cette étude, nous avons retenu 13 codes NAFA qui sont répartis dans 3 des secteurs de l'artisanat. Je les détaillerai par la suite. Ils ont été choisis puisqu'ils présentent pour la plupart un parc d'équipements relativement énergivore et que si l'on cumule l'ensemble de ces codes NAFA, on a une représentativité plutôt intéressante de l'artisanat du Grand Est puisqu'on a plus de 15% de nos entreprises
Donc, à savoir qu'il y a un peu plus de 250 000 entreprises artisanales aujourd'hui en Grand Est, et qu'on en aura plus de 20 000 en ciblant seulement ces 13 codes NAFA. On regardera 4 énergies renouvelables en particulier. On va regarder le bois énergie, les 2 énergies solaires, donc photovoltaïque et thermique, et la géothermie. Celles-ci ont été choisies parce qu'elles sont maîtrisées, elles sont soutenues, particulièrement au niveau local. Je parlerai des dispositifs de financement après. Et puis bien sûr, on va rester dans le périmètre du Grand Est. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est quelle est la situation énergétique de ces métiers en jeu et les solutions qui peuvent être identifiées pour les encourager au passage aux énergies renouvelables. Donc, dans une première partie, je vais vous présenter les résultats de l'étude vis-à-vis de l'état des lieux. Donc, j'en parlais juste avant. Les entreprises qui ont été ciblées sont réparties dans 13 activités artisanales. Donc, l'alimentaire, les services et la fabrication. Vous avez la répartition au niveau du Grand Est ici. Donc, vous constatez qu'on trouve plutôt des activités de services dans notre région. Donc, la cible représente un peu plus de 24 000 établissements à date de mai 2024, comparé aux 153 000 en total sur la région. Donc, on est à une quinzaine de pourcents, on va dire, de représentativité. Et donc, une enquête a été diffusée à ces entreprises-là courant de l'été 2024. Donc, il y a un peu plus de 4000 contacts qui ont été touchés. Et une cinquantaine d'entreprises y ont répondu. Donc, vous retrouvez sur la droite l'ensemble des codes NAFA retenus. Donc, on a par exemple la boulangerie pour l'alimentaire, quelques métiers de l'automobile pour les services, et puis pour la fabrication, je pourrais citer les imprimeries ou encore menuiseries. Alors, les premiers résultats donc, de cette étude en termes de généralité ont montré que ces structures étaient plutôt situées en milieu rural. Donc, on observe sur la figure de droite qu'on a presque 50% des entreprises qui sont situées dans cette zone géographique. Au niveau de la taille de ces entreprises artisanales, on n'a pas de profil majoritaire observé. On n'a pas de tendance en termes de nombre de salariés. C'est à peu près un équivalent pour chacun des intervalles. 1 à 3 salariés, 4 à 6, 7 à 9 par exemple. Mais on retrouve par contre une disparité au niveau du chiffre d'affaires, puisque ceci varie à partir de quelques milliers d'euros jusqu'à plusieurs millions. Donc c'est pourquoi j'ai choisi de prendre une médiane comme référence et qui, elle, se situe à environ 430 000 euros. Si on regarde maintenant le cœur de cette enquête vis-à-vis des artisans du Grand Est, on s'intéresse aux vecteurs énergétiques qui sont employés. Donc quand on parle de vecteurs énergétiques, ça va être l'électricité, le gaz ou d'autres sources énergétiques qui peuvent être listées sur la figure sur la partie droite. Donc les résultats ont montré que la quasi-totalité des artisans de notre cible avaient un besoin d'électricité, donc présentaient un contrat d'électricité. On a 94% des répondants qui ont un contrat électrique. Suit après le gaz à 41%. Et vous voyez qu'il y a quand même quelques activités qui utilisent le bois énergie, 22%. Donc on a encore une dépendance prononcée aux énergies traditionnelles et carbonées, donc je pense particulièrement au gaz et au fioul, puisqu'on a aussi 10% des entreprises qui utilisent encore du fioul. Mais en ce qui concerne le bois,
Donc, c'est intéressant de trouver qu'on a à peu près 1/5 des entreprises qui utilisent déjà cette solution-là. Et celles-ci sont retrouvées particulièrement dans les métiers de mécanique automobile et menuiserie bois, en sachant que le dernier a la possibilité, bien sûr, de valoriser directement ces sous-produits de bois sur site pour des besoins de chauffage. Donc on va se concentrer, vous le verrez, sur le vecteur de l'électricité puisqu'il est quasi présent dans l'ensemble de ces entreprises. Donc une fois qu'on a parlé de besoins, on peut parler d'usage énergétique. Donc comment ces vecteurs énergétiques sont utilisés au sein des activités, quels sont les postes de consommation les plus qui sont les plus privilégiés par les entreprises. Donc on a demandé aux entreprises de sélectionner les besoins majeurs parmi 9 usages des plus représentés dans l'artisanat qui sont donnés sur la figure que vous voyez au centre de la diapositive. Et on remarque donc que 3 usages sont dominants. Donc on va avoir l'éclairage en premier, à 90% de réponse. Ensuite, le process. Et enfin, l'eau chaude sanitaire. Donc on est ici au niveau des besoins électriques. Et pour ce qui est du gaz, au niveau des réponses que l'on a obtenues par ordre de récurrence, on retrouve le chauffage, également la partie ECS et la production de chaleur. Donc pour résumer, on pourrait dire que ces premiers besoins correspondent à des nécessités qui doivent être assurées par les entreprises, à commencer par s'éclairer, faire fonctionner les outils productifs, donc par la partie process, et enfin se chauffer. Donc se chauffer via un système général de chauffage-ventilation, mais aussi chauffer de l'eau pour des usages d'eau sanitaire. Maintenant, on peut aborder la partie volume énergétique et coûts qui sont associés à ces différents besoins pour les entreprises du Grand Est. Alors, on a remarqué aujourd'hui que les besoins qui soient placés plutôt sur l'énergie ou le gaz sont limités, puisqu'on a affaire à des entreprises avec un nombre de salariés faible. On est dans l'artisanat, donc on a moins de 10 employés. Donc on observe que pour plus de 75% des activités, les consommations, qu'elles soient sur l'électricité ou le gaz, à l'année, sont placées en dessous de 0,1 GWh, donc ce qui correspond à 100 MWh, et que les plus consommatrices sont situées dans l'alimentaire. Donc, pour rappel, il y avait les activités de boulangerie, pâtisserie, boucherie et boucherie-charcuterie, et les menuiseries, donc menuiserie PVC et menuiserie bois. Et les coûts qui correspondent donc à ces volumes énergétiques sont eux aussi assez limités, même si on n'observe pas je dirais de tendance lorsqu'on augmente la facture annuelle, parce que vous voyez que la part ne diminue pas forcément, la part d'entreprise ne diminue pas forcément lorsqu'on augmente les coûts, et qu'on observe une variabilité qui est placée sur les coûts unitaires pour l'électricité. Cette observation est différente pour le gaz, puisque quand on regarde les factures de gaz, plus elles sont élevées et moins les entreprises sont représentées. Donc, ce qui laisse à penser que pour des activités, il y a encore des coûts unitaires pour l'électricité qui sont très différents d'une structure à l'autre. Et donc les métiers qui montrent les factures les plus hautes sont plutôt dans l'alimentaire, jusqu'à 80%. Pour l'électricité, les factures les plus importantes
étaient trouvés dans l'alimentaire et 66% pour le gaz. Donc on remarque qu'il y a toujours cet enjeu de facture importante pour les métiers de l'alimentaire qui avaient eu une importance lors de la crise de l'énergie en 2022 et que ces métiers-là peuvent subir encore les répercussions des différentes augmentations. Donc pour faire face à ces coûts qui ont quand même un poids pour de petites entreprises, il a été demandé à celles-ci si elles avaient déjà mis en place des actions au cours des 3 dernières années de résilience, donc que ce soit des actions via des gestes de sobriété ou plus largement des investissements. Et ici, on a pu remarquer que pour environ donc 69%, donc 2/3, les actions concernaient l'utilisation des machines. Donc ça peut être plus d'attention sur l'utilisation, une utilisation qui correspond réellement aux besoins, avec des mises en veille, voire des arrêts de certaines machines, certains équipements. Et concernant maintenant les investissements, le plus courant est positionné dans l'éclairage LED. On a vu que c'était l'usage le plus cité dans les postes énergétiques pour l'électricité. Et donc, dans cette logique, on trouve aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui investissent dans l'éclairage pour aller vers une technologie moins consommatrice. Et ici, on est sur une technologie LED. Et concernant la partie énergie renouvelable, vous voyez qu'il y a quand même quelques entreprises. Donc, c'est la partie en brune. C'est le camembert brun sur la figure de droite, puisque 11% en fait des entreprises qui ont mis en place des actions ont signalé qu'elles avaient investi pour des énergies renouvelables. Et donc ça va être le cœur de cette dernière slide sur les projets de transition énergétique. Il a été demandé aux entreprises si elles présentaient déjà une source d'énergie renouvelable sur site. Et donc près de la moitié des activités ont indiqué qu'elles présentaient du bois énergie ou des pompes à chaleur. Et vous les retrouvez sur la figure de droite, donc qui sont représentées respectivement en vert et en bleu foncé. Et pour celles qui ne possèdent pas aujourd'hui d'installation d'énergie renouvelable, les raisons qui sont évoquées sont avant tout économiques, puisque plus de 60% des entreprises qui ne sont pas encore engagées dans cette transition énergétique le justifient pour des raisons économiques. Vient ensuite le manque d'information, puisque il y a encore beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ne savent pas quelle est la rentabilité réelle de ces solutions-là. Elles ne savent pas non plus vers qui se diriger pour être accompagnées. Et enfin, le dernier enjeu, c'est la difficulté à identifier des professionnels qualifiés, malgré qu'il existe des annuaires qui sont reconnus au niveau national et via lesquels on peut trouver des professionnels qualifiés avec des qualifications aujourd'hui, notamment la qualification RGE qui permet l'accès aux aides financières d'État. Et plus généralement, on n'a pas d'investissements qui sont envisagés dans les entreprises, puisque la majorité des entreprises déclarent que aucun investissement, qui soit matériel ou humain, n'est prévu pour les 2 prochaines années. Et donc en synthèse, pour cette enquête qui permet de dresser un état des lieux à la fois sur la situation énergétique des entreprises en 2024 et leur maturité dans des actions de gestion de l'énergie et de passage aux énergies renouvelables, on a pu voir que bien que ces entreprises aient un chiffre d'affaires médian de plus de 400 000 € qui permettrait donc d'envisager des investissements énergétiques, elles dépendent beaucoup de contrats d'électricité qui peuvent être contraignants
surtout pour le milieu de l'alimentaire. Les besoins sont limités, puisqu'on est dans des activités qui ont une échelle réduite. On est à moins de 0,1 gigawattheure par vecteur énergétique. On a une possibilité de couvrir ces besoins par des énergies renouvelables, j'en parlerai juste après. Et donc, l'application, elle est progressive par les artisans. Mais bien sûr, il y a cet enjeu de bonne information, d'accompagnement et de pouvoir cibler des leviers financiers qui puissent être pertinents pour arriver à des rentabilités réduites. Donc j'en ai fini pour cette première partie. Il y a une question de Marianne Caritez dans le. Oui. Quel type de contrôle et par qui et à partir de quand enfin de 2028 par exemple? Oui. Alors là, on revient sur l'obligation de solarisation que j'avais présentée au début dans le cadre de la loi d'accélération de la production d'énergie renouvelable. Alors aujourd'hui, je ne pourrais pas répondre à cette question puisque on ne dispose pas encore de l'ensemble des éléments réglementaires. Pour revenir rapidement sur la figure, il était noté qu'on n'a pas encore le décret pour la période de 2028 et les bâtiments existants. Donc en termes de contrôle, je ne pourrais pas apporter de réponse. Aujourd'hui, il faudra attendre, je pense, courant de l'année 2025 pour en savoir plus sur les sanctions possibles. Ok. Il y a une question qui vient d'arriver n'hésitez pas à poser des questions, de Lucille Galushka. Quel type de pompe à chaleur cité dans l'étude? Alors, je vous disais, quand je parlais du cadre de l'étude en fin de la partie contexte, qu'on s'était centré sur 4 énergies renouvelables qui sont maîtrisées et soutenues au niveau de la région, notamment par le programme Climaction que je vais évoquer. Donc on retrouve le bois énergie, le solaire et la géothermie. Donc les pompes à chaleur qui vont nous intéresser pour ces projets-là vont être liées aux technologies. Pour la géothermie, ça va être les pompes à chaleur eau ou sol-eau. Mais celles que j'avais citées juste avant, en fait, ça faisait référence aux pompes à chaleur qui sont déjà présentes dans les entreprises en dehors de ces énergies renouvelables d'intérêt. Donc ça peut être très bien des pompes à chaleur, des climatisations réversibles, RR, ou des pompes à chaleur RO, qui sont aussi financées, particulièrement les RO, beaucoup moins les RR. Mais en termes de solutions, on s'intéresse ici plutôt aux pompes à chaleur géothermiques, hein, donc eau et sol-eau pour le redire. Ok, je ne sais pas s'il y a des autres questions, mais en tout cas, sinon Gauthier va continuer sa présentation et on fera un autre temps de pause sur d'autres questions. Ouais. Je vais avancer parce que je vois que le temps tourne. Donc au niveau des solutions en réponse à ces enjeux, je vais évoquer différents points, à commencer par une démarche que peut-être certains d'entre vous connaissent, puisque lorsque l'on évoque les énergies renouvelables, on peut faire référence en premier lieu à des démarches de sobriété et d'efficacité. Il y a une association française qui s'appelle Negawatt et qui, depuis le début des années 2000, propose une démarche globale, un scénario à suivre pour lutter contre les enjeux énergétiques et climatiques de la société en France. Et donc cette logique Negawatt, elle est constituée de 3 leviers que je viens de citer. Et donc avant tout projet d'énergie renouvelable,
il est utile de s'intéresser tout d'abord à la partie sobriété, donc c'est-à-dire de prioriser ses besoins énergétiques et d'avoir des gestes qui permettent de limiter ses consommations. Donc on a beaucoup parlé de sobriété énergétique, notamment dans le cadre de la crise de l'énergie. Donc pour citer quelques gestes, ça va être bien sûr d'éviter de laisser des espaces éclairés s'ils ne sont pas occupés, d'avoir une programmation du chauffage et une température réduite durant les périodes hivernales. On avait la recommandation à 19 degrés par exemple. Et après la sobriété, on parle d'efficacité. Donc là, ça va être de réduire, d'optimiser en fait la quantité d'énergie qui est nécessaire pour une activité, pour satisfaire un besoin. Donc sur ce point-là, on parle plutôt d'investissement pour des technologies plus performantes. On parle aussi d'innovation. Et une fois qu'on a travaillé sur ces deux points-là, on peut passer à la troisième partie qui est le renouvelable. Donc là, une fois qu'on a priorisé ses besoins, on a limité la quantité d'énergie pour satisfaire une activité, on peut se diriger vers les énergies renouvelables, la transition énergétique et modifier son mix énergétique. Donc ça, c'était pour rappeler cette démarche globale qui est mise en avant en France. Et puis, on a aujourd'hui différentes ressources, différents outils disponibles au niveau national et en région pour permettre d'accéder à des démarches de sobriété de manière simple et accessible. Donc on peut très bien se diriger vers des fournisseurs de solutions, équipementiers ou énergéticiens pour avoir des conseils, des recommandations. Ça peut être aussi les fournisseurs d'énergie. Il y a la plateforme Agir de l'ADEME qui reprend un ensemble de ressources utiles sur la sobriété énergétique et renvoie vers des contacts pour mettre en place ces démarches-là. Le programme Climaction, donc, qui est une collaboration au niveau du Grand Est entre la région et l'ADEME pour l'accompagnement des différents acteurs économiques dans leur transition écologique globalement, mais ça prend en compte les enjeux énergétiques. Et au cœur de ce programme, on a des dispositifs de financement qui sont portés sur les énergies renouvelables, dont celles qui sont d'intérêt pour l'étude. Les fédérations professionnelles aussi sont une ressource d'accompagnement pour les entreprises. Et puis on a des programmes nationaux qui sont mis en avant avec Basse-les-Watts, donc qui s'est développé dernièrement et qui permet en fait de mettre en place un plan d'action pour certaines filières métiers. Il y en a 13 ou 14 et atteindre un certain taux d'économie d'énergie pour ces métiers-là. Donc c'est un programme, je pense que vous le connaissez pour un grand nombre d'entre vous, qui est porté par la Poste et qui est en partenariat avec les CCI et CMA. Je reviens maintenant aux énergies renouvelables, après avoir parlé de sobriété, pour vous développer la situation, plus particulièrement dans le Grand Est, vis-à-vis des 4 filières qui nous intéressent. Et ensuite, je pourrais faire le lien justement avec les solutions qui peuvent être trouvées par les artisans. Donc je vais commencer par le bois énergie, puisque c'est la première source renouvelable en région, qui représente environ 30% de la part des productions d'énergie renouvelable et de récupération, puisqu'on a une ressource forestière qui est très forte, une des plus importantes, je crois même que c'est la première en France.
mais aujourd'hui, elle subit des tensions qui sont dues aux nécessités d'approvisionnement de projets de décarbonation qui sont d'ampleur. On a des industries qui souhaitent mettre en place des chaufferies bois et donc qui ont un besoin d'être fournis en ressources énergie bois. Ces projets se développent puisque ils constituent un intérêt économique. On retrouve une stabilité des coûts sur la ressource bois. Et donc pour essayer de limiter le développement des projets, on a une réglementation européenne sur la traçabilité qui est de plus en plus appuyée. En termes de taille de chaufferie. Donc, parce qu'à partir d'une certaine taille de chaufferie bois, on a des obligations de traçabilité. Et on a la filière des métiers FIBois en Grand Est qui a travaillé sur une note notamment dernièrement pour rappeler la hiérarchie d'utilisation du bois. L'utilisation du bois énergie intervient bien sûr en dernier lieu et pour des projets qui soient bien dimensionnés avec un rendement important afin de bien utiliser la ressource. Pour passer maintenant au solaire thermique, la dynamique est très différente puisque c'est une énergie qui est clairement sous-exploitée. On a une progression qui est très mesurée, à environ 1% de progression en un an. Et c'est la plus petite production d'ENR au niveau du Grand Est. Pourquoi cette progression minime? En fait, on a des enjeux bien sûr de communication, puisque l'énergie solaire thermique est dans l'ombre du solaire photovoltaïque, qui est beaucoup plus connu par la plupart des gens. Et puis on a une filière aussi qui manque encore de structuration et qui a besoin d'être certainement mieux représentée. Donc c'est pourquoi le syndicat des professionnels de la chaleur solaire Enerplan a proposé un plan d'action pour le développement de cette chaleur solaire avec des propositions. Donc ça date de cette année. Et donc ça repose sur différents leviers qui vont pouvoir faire face aux enjeux que je viens de citer pour atteindre un développement qui respecte les ambitions fixées par la France. Toujours sur la partie solaire, le photovoltaïque, qui lui est en progression assez importante, une bonne dynamique depuis quelques années, avec des projets d'autoconsommation qui sont de plus en plus présents, de plus en plus demandés. L'autoconsommation collective est aussi trouvée dans les projets régionaux, et la région en compte un certain nombre. Je crois que c'est une des premières aussi en France au niveau de l'autoconsommation collective. La technologie, elle évolue rapidement. On atteint aujourd'hui des rendements surfaciques pour les panneaux solaires de l'ordre de 22%. Et on voit que il y a certaines technologies testées qui permettent d'atteindre des rendements au-delà de 30% aujourd'hui, mais au stade de développement, bien sûr. C'est une énergie qui est aujourd'hui compétitive, parce que les coûts de production d'électricité d'origine photovoltaïque sont limités. Mais on a encore des enjeux sur le plan administratif. Donc je pense au guichet d'aide, par exemple, avec l'obligation d'achat qui est l'aide nationale en vigueur, ou encore sur le raccordement via Enedis. Et puis on a aussi une problématique de maintenance, puisqu'on a beaucoup d'installations aujourd'hui qui sont vieillissantes et qui ont pas forcément de contrat de maintenance. Donc il y a un certain nombre de projets qui nécessiteraient d'avoir des professionnels pour la maintenance associés. Et enfin sur la géothermie, donc ici on a
la différence des autres filières, une évolution qui est plutôt stable, bien que la région soit une des plus dynamiques en termes de puissance installée en France. On a un potentiel qui est très fort aussi, qui est dû au contexte géologique, particulièrement sur la zone du Grand Est. Donc il y aurait une nécessité d'essayer d'exploiter un petit peu plus cette ressource, puisque l'ensemble des typologies de projets sont possibles dans notre région. Donc que ce soit de la géothermie profonde, géothermie sur nappe ou sur sonde. Donc là, c'était le panorama de la dynamique des énergies renouvelables, qui est issu en fait des derniers chiffres de la DREAL Grand Est, qui fait ce travail tous les ans de situer l'évolution des filières. Et donc j'en viens à mon dernier point, pour faire le lien donc entre ces énergies renouvelables d'intérêt et la démarche que je présentais en premier lieu. Alors dernièrement, la région Grand Est, via le programme Climaction, a publié un schéma, une stratégie issue d'une réflexion nationale qui se nomme Énergie Choix et qui est en fait une hiérarchisation des projets utilisant des sources renouvelables ou de récupération. Donc vous voyez qu'en premier lieu, on parle d'enjeux de sobriété et d'efficacité. Donc une fois qu'on a passé cette première étape, on peut aller vers une mutualisation des besoins et moyens de production d'énergie, particulièrement via le raccordement à des réseaux existants. Et ensuite, donc si on ne peut pas choisir une solution existante qui est disponible localement, on va tenter d'optimiser les ressources en fonction de leur disponibilité. Donc ça va être tout d'abord prioritairement utiliser la chaleur fatale si l'activité professionnelle se porte à ce type d'utilisation. Ensuite, exploiter une ressource renouvelable qui ne nécessite pas de transport, donc géothermie ou solaire thermique. Et enfin, dernier recours, la biomasse, donc qui est une ressource à transporter. Je passe un peu plus vite sur les accompagnements financiers, puisqu'en région, en 2024, on a différents dispositifs qui permettent donc de financer les projets d'énergie renouvelable. Et donc les 4 filières qui vont nous intéresser dans le cadre de cette étude sont toutes financées par le programme Climaction, à la fois sur la partie études et investissement. Il y a aussi le chèque vert qui est un dispositif régional en soutien aux utilités énergétiques qui permet de financer le chauffage bois, mais à une échelle plus réduite sur les appareils indépendants. Donc ces dispositifs sont encore disponibles en 2024, devraient évoluer en 2025. Mais en ce qui concerne Climaction, on devrait retrouver l'année prochaine encore le soutien à ces différentes filières. Si on prend du recul au niveau national, on a les C2E, donc qui est un dispositif, une obligation en fait fixée par l'État aux énergéticiens pour atteindre une réduction globale de la consommation d'énergie dans les bâtiments. Donc on est en ce moment dans la 5e période de C2E. Et on retrouve dans ce dispositif différentes fiches d'opération qui permettent de financer des travaux de rénovation énergétique, particulièrement la partie chauffage et isolation. Donc il existe des C2E aujourd'hui qui permettent de financer la partie renouvelable, je pense par exemple aux pompes à chaleur, mais aussi aux chauffe-eau thermodynamiques. Le crédit d'impôt aussi, destiné aux TPE, PME, pour 2023 et 2024, qui permet de financer des travaux du même type à hauteur de 30%. Et enfin, sur le photovoltaïque,
J'en parlais rapidement tout à l'heure, on a l'obligation d'achat qui ne se cumule pas au dispositif de Climaction et qui permet d'avoir un tarif fixe pour la vente d'électricité, que ce soit pour des projets en vente totale ou en surplus, pour ce qui concerne l'autoconsommation. Et donc, je vais arriver à des scénarios suite à ce que je vous ai dit un peu plus tôt. Donc, en s'appuyant sur la logique de négawatts, mais aussi le schéma d'énergie choix, on peut proposer aujourd'hui aux artisans, et particulièrement ceux qui ont été ciblés, des scénarios de manière hiérarchique. En premier lieu, de recourir à une solution d'énergie renouvelable locale et disponible. Donc, ça va passer par l'identification d'une solution d'énergie renouvelable ou de récupération existante qui soit proche des locaux et donc exploitable. Donc on le voyait tout à l'heure sur la figure, ça va être le raccordement à un réseau de chaleur plutôt en zone urbaine, chaleur ou froid. Avoir l'opportunité de s'attacher à une opération collective de production, distribution d'énergie renouvelable. Ça peut être l'autoconsommation collective qui est de plus en plus développée, ou encore la mise en place d'un système de valorisation de chaleur fatale. Donc ici, on est dans un scénario de premier recours, et si une entreprise n'a pas accès à l'un de ces leviers-là, elle va pouvoir se diriger vers un autre scénario qui va nécessiter une réflexion plus approfondie que je vais détailler par la suite. Mais pour vous illustrer donc ce premier scénario, donc je vais prendre la situation d'un réparateur automobile en zone urbaine dans le Grand Est, qui a un enjeu sur le poste de chauffage, ventilation, climatisation, et qui donc va se demander s'il peut recourir à une solution locale parmi celles qui ont été présentées juste avant. Donc, étant en zone urbaine, il y a une possibilité de se raccorder à un réseau de chaleur, puisque ceux-ci sont plutôt situés en zone urbaine ou extra-urbaine. Donc, j'ai listé les différentes étapes. Tout d'abord, ce professionnel il va pouvoir rechercher et identifier des réseaux de chaleur à proximité de son activité. Donc, ça va passer par la visualisation via la plateforme France Chaleur Urbaine, donc qui est une cartographie des réseaux de chaleur et qui présente des contacts utiles. Et le cas échéant, il va pouvoir donc trouver un réseau de chaleur proche et se mettre en lien avec le gestionnaire du réseau et sa collectivité locale. Ensuite, pour connaître le réel intérêt technico-économique du raccordement, il va pouvoir déjà vérifier que ces locaux sont bien efficaces d'un point de vue thermique. Donc, est-ce que son local est bien isolé? Si c'est le cas, il va regarder la possibilité de raccordement. Donc, généralement, quand on est à moins de 100 mètres, c'est idéal pour se raccorder un réseau de chaleur. La catégorie de bâtiment va aussi être important. Donc, si on est déjà dans un immeuble collectif, par exemple, on va pouvoir avoir un amortissement intéressant si les charges sont partagées. Et aussi le chauffage actuel. Le chauffage actuel, ça va être un enjeu important à regarder, puisque les réseaux de chaleur sont plutôt adoptés aux structures qui disposent déjà de chauffage gaz ou fioul. Et ensuite, l'entreprise va pouvoir demander une étude après avoir regardé ces points-là. Vient ensuite l'accompagnement dans le projet. Donc là, on a différents services qui existent. Je pense à France Rénov qui accompagne le public des particuliers ou le petit tertiaire. On peut s'adresser aussi à des agences de développement ou même à la CMA afin de fournir des informations, des conseils pour la gestion du chauffage dans le cadre d'un réseau de chaleur. Et ensuite, pour la bonne exploitation, on va suivre la facturation
de l'utilisation de ce réseau de chaleur et l'entretien. Donc le deuxième scénario, pour la mise en place de solutions d'énergie renouvelable dans les activités artisanales, si le premier cas ne peut pas être appliqué, ça va être de recourir à une solution, une installation sans transport de ressources. Donc là, on va pouvoir mettre en place une ou plusieurs énergies renouvelables pour répondre à des besoins de chaleur et ou d'électricité. L'enjeu va plutôt se situer sur la structuration technique et administrative du projet. Donc là, je reprends les énergies renouvelables qui vont nous intéresser, la géothermie, le solaire thermique pour la partie chauffage et rafraîchissement, et le photovoltaïque pour la partie électrique. Donc vous voyez qu'ici, ce sont des projets qui nécessitent des réflexions sur à la fois le dimensionnement, les usages, et qui peuvent être employés dans des activités qui ont des besoins en chaleur importants. Je pense à des activités de l'alimentaire qui peuvent être appropriées pour le solaire thermique, telles que les boucheries, charcuteries, les activités de coiffure aussi qui ont des besoins en eau chaude peuvent être pertinentes pour le solaire thermique. Et pour ce qui est du photovoltaïque, on aura plutôt un choix pour des activités qui ont des besoins prononcés en électricité et de manière continue en journée, si on veut mettre en place un projet d'autoconsommation. Et enfin, j'arrive à la dernière solution, le dernier scénario, qui est ici vraiment le dernier recours si les deux premiers ne peuvent pas être suivis. Donc on a ici l'emploi d'une solution durable qui nécessite du transport. Donc ça va être essentiellement le bois énergie, qui peut être valorisé via des systèmes de petite taille, poêle ou insert, ou des chaufferies plus importantes si les besoins sont plus hauts. Il y a des activités donc de l'étude qui se prêtent bien à l'emploi du bois énergie puisqu'elles sont comprises dans la filière. Donc on avait les scieries et les menuiseries bois qui peuvent valoriser des sous-produits. Mais cette solution peut aussi très bien s'appliquer à d'autres activités qui peuvent être, par exemple, situées en milieu rural, qui n'ont pas accès à une solution, une solution en place d'énergie renouvelable donc pour le premier scénario, et qui n'ont pas non plus la compatibilité technique ou administrative pour mettre en place le second scénario. Donc dans ce cadre-là, pour un investissement limité, on pourra mettre en place ce scénario utilisant une ressource avec transport. Et j'en conclus maintenant, après avoir présenté donc ces différents scénarios. Donc on a pu voir que la transition énergétique et le passage aux énergies renouvelables constituent un levier nécessaire pour répondre aux enjeux climatiques, puisqu'on va avoir une réduction des émissions. Et il y a aussi cet enjeu d'atteindre les objectifs qui ont été fixés par les politiques publiques. On a des obligations qui sont encore peu présentes pour les petites entreprises, les artisans, mais il faut tout de même avoir un œil sur l'exigence de la loi APER qui va venir progressivement et particulièrement en 2028 pour l'ensemble des bâtiments de plus de 500 mètres carrés, avec l'implantation de projets solaires sur ces bâtiments-là. On remarque aussi que le secteur de l'artisanat, il passe aujourd'hui aux énergies renouvelables plutôt pour une réponse économique, pour gagner en indépendance face à des charges qui pèsent encore, être plus résilient. Donc le levier se situe plutôt ici pour les petites entreprises. Beaucoup sont impliqués dans une stratégie
énergétique, que ce soit par des gestes simples d'utilisation de leur machine, de leur système de chauffage, ventilation. Ils investissent un petit peu aussi, mais l'accompagnement est encore à renforcer. Donc il y a un travail en ce sens de la région Grand Est via le programme Climaction pour être toujours plus proche des attentes des acteurs économiques et en particulier les TPE-PME. On trouve aussi des dynamiques qui sont très variables entre les filières renouvelables. Donc, il s'agit maintenant de solliciter en fait ces filières-là en accord avec à la fois les objectifs de développement, mais aussi leur disponibilité en région. Et je rappelle donc la vigilance sur la ressource en bois dans notre région-là, puisqu'elle est aujourd'hui en tension du fait des approvisionnements qui sont importants sur les gros projets. Et donc, dans cette logique-là, et poursuivre la stratégie, je dirais, générale de Négawatt et qui est un peu rappelée avec Énergie Choix. Il est important de rechercher des solutions d'énergie renouvelable de manière hiérarchique pour les entreprises, en s'intéressant tout d'abord aux solutions qui sont en place, qui sont exploitables et qui nécessitent des investissements limités, pour se diriger ensuite petit à petit vers des projets qui demandent plus de structuration et une temporalité plus importante, et pour aller enfin vers une ressource qui nécessite plus de logistique, donc comme le bois énergie. Je vous remercie. Donc j'ai fini la présentation. Il y a deux questions là qui sont arrivées au Oui. moment de la conclusion. Marianne Carites qui demande en moyenne quels sont les temps de retour sur investissement sur les projets combinés géothermie et solaire photovoltaïque. Bon, la question est un peu technique. Je te laisse y répondre si tu sais. Oui. Alors les temps de retour, évidemment, ils vont varier en fonction des activités, en fonction des besoins des entreprises et des usages. Mais ce que je peux vous indiquer, c'est que si on choisit aujourd'hui des solutions combinées, donc pour couvrir des besoins en chaleur et en électricité avec du renouvelable, je sais que les professionnels peuvent atteindre aujourd'hui 80% de couverture des besoins. Et en termes de temps de retour, pour ce qui est des projets d'énergie renouvelable, donc on a souvent des temps de retour qui sont proches d'une dizaine d'années, je dirais 8 à 10 ans. Mais en combinant les deux, je pense qu'on peut très bien se situer en deçà, en dessous de 8 années de rentabilité. Je sais qu'il y a des projets photovoltaïques en autoconsommation avec des taux très importants qui peuvent être amortis sur 5 à 7 ans. Il y a une deuxième question sur les surfaces dans le cadre de la loi APER. Est-ce qu'on prend en compte la surface au sol ou bien la surface totale du bâtiment en intégrant tous les étages? Alors, on parle bien d'emprise au sol. Donc, c'est la première partie de la question. Ok. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais en attendant, je remercie Gauthier pour la qualité de sa présentation, le temps qu'il a pris pour répondre aux différentes questions. Le support, comme Gauthier vous l'a dit en introduction, sera mis à votre disposition, ainsi que la synthèse de l'étude, pour tous ceux qui ont participé de manière active à ce webinaire de présentation. Donc, a priori, il n'y a plus de questions. Donc, oui, on va terminer lorsque la question. Merci encore à tous. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir.